Vends l'appartement, je suis paralysé, a pleuré ma femme. Je lui ai donné 18 millions de dollars pour son traitement, mais elle marchait à nouveau dans Paris avec son amant. Qui croirait que cet imbécile m'a donné de l'argent, a-t-elle ri. Je me suis approché de la table et j'ai murmuré, finis ton verre. Quelqu'un t'attend dehors. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je suis ici, caché derrière un pilier de ce restaurant français, regardant ma femme soi-disant paralysée marcher en talons aiguilles jusqu'à une table où son amant l'attend avec du champagne. Qui tombe dans ce panneau? Elle rit si fort que d'autres tables se retournent pour regarder. Je lui ai dit que je mourrais et cet imbécile a même vendu la voiture. Ricardo, l'homme assis en face d'elle, lève son verre. 18 millions de dollars pour 6 mois de comédie. Tu es brillante, mon amour. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il va exploser. Mes mains tremblent. Pendant 3 mois, j'ai pleuré en pensant que ma femme mourrait. Pendant 3 mois, j'ai travaillé 18 heures par jour pour maintenir mon entreprise à flot après avoir tout vendu. Pendant 3 mois, je me suis réveillé au milieu de la nuit avec des cauchemars où elle cessait de respirer. Et la voici, marchant, riant, trinquant avec l'argent que je lui ai donné pour lui sauver la vie. Je m'approche de la table lentement, à pas silencieux. Aucun des deux ne me voit. Ils sont trop occupés à célébrer la façon dont ils m'ont détruit. Je me tiens juste derrière Estefania et je me penche près de son oreille. Finis ton verre rapidement, je murmure d'une voix glaciale. Ils t'attendent dehors. Estefania se fige. Le verre tremble dans sa main. Elle se retourne lentement et, quand elle me voit, son visage devient complètement blanc. Sa bouche s'ouvre, mais aucun son n'en sort. Ricardo essaie de se lever, mais je lève la main, assieds-toi. Nous n'avons pas encore terminé cette conversation. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Comment une femme que j'ai aimée pendant 15 ans a réussi à devenir la menteuse la plus cruelle que j'ai jamais connue. Il y a 1 an, ma vie était complètement différente. J'étais Nelson Mendes, 47 ans, propriétaire d'une entreprise d'importation que j'avais bâtie de zéro. J'ai commencé à vendre des produits chinois sur les marchés locaux à 25 ans. Je dormais 4 heures, je travaillais le week-end, j'économisais chaque centime. À 32 ans, j'avais mon premier espace commercial. À 38 ans, une chaîne de 6 magasins. À 45 ans, des contrats directs avec des fabricants en Asie et une entreprise avec des revenus annuels de 3 millions de dollars. J'ai rencontré Estefania lors d'un salon professionnel. Elle travaillait au stand d'une entreprise de logistique. Elle était intelligente, sûre d'elle, avec un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Je suis tombé amoureux comme un adolescent. 3 mois plus tard, nous vivions ensemble. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec nos familles. Estefania a quitté son emploi lorsque l'entreprise a grandi. Je veux te soutenir, m'a-t-elle dit. Tu construis l'empire. Je construirai notre foyer. Et elle l'a fait. Elle organisait des dîners avec les clients, gérait notre calendrier social, s'assurait que je n'oublie jamais un anniversaire important ou une réunion clé. Elle était ma partenaire, ma confidente, ma meilleure amie. Nous avons acheté un appartement dans le centre-ville il y a 8 ans. 250 mètres carrés, au 15e étage, avec une vue sur toute la ville. Nous l'avons décoré ensemble, choisissant chaque meuble, chaque tableau. Cet endroit était notre rêve devenu réalité. Nous prévoyions d'y vieillir ensemble. Le week-end, nous voyagions. Estefania adorait découvrir de nouveaux endroits. Paris était sa ville préférée. Un jour, je veux vivre ici pendant 6 mois, me disait-elle en nous promenant dans Montmartre. Quand nous serons à la retraite, mon amour, nous louerons un appartement et vivrons comme des locaux. Je travaille beaucoup. C'est vrai. 12, 14 heures certains jours, mais je rentrais toujours à la maison. Nous dînions toujours ensemble. Les dimanches étaient sacrés. Juste nous deux. Je pensais que nous étions heureux. Je pensais que nous avions quelque chose de solide, de vrai. Il y a 6 mois, tout a changé. C'était un mardi soir. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Estefania assise sur le canapé, le visage pâle, les mains tremblantes. Nelson, je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit d'une voix brisée. Quelque chose ne va pas chez moi. Je me suis assis à côté d'elle, lui prenant les mains. Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour?
Qu'y a-t-il? Depuis 3 semaines, je ressens des picotements dans mes jambes. Au début, je pensais que c'était de la fatigue, une mauvaise posture, mais ça empire. Hier, j'ai failli tomber dans les escaliers parce que ma jambe droite ne répondait plus. La peur m'a transpercé comme un couteau. As-tu vu un médecin? Elle a secoué la tête, des larmes coulant sur ses joues. J'avais peur. J'avais peur qu'il me dise quelque chose de terrible, mais aujourd'hui je suis tombé dans la salle de bain. J'ai eu du mal à me relever. Nelson, j'ai peur. Je l'ai serré fort. Demain, nous allons voir le meilleur neurologue de la ville. Ne t'inquiète pas, mon amour. Nous allons régler ça. Le lendemain, j'ai obtenu un rendez-vous d'urgence avec le docteur Christian Flore, le neurologue le plus réputé du pays. Il avait soigné d'importants hommes d'affaires, des politiciens, des personnes ayant des moyens. Si quelqu'un pouvait aider Estefania, c'était lui. La consultation a duré 2 heures. Le docteur Christian a testé ses réflexes, sa sensibilité, sa force musculaire. Il a pris des notes sur son ordinateur avec une expression sérieuse. Trop sérieuse. Je dois faire une IRM en urgence, a-t-il finalement dit, et quelques analyses de sang. Il y a certains schémas qui m'inquiètent. Quel schéma, ai-je demandé, sentant la panique commencer à monter dans ma gorge. Je préfère ne pas spéculer jusqu'à ce que j'aie les résultats, a-t-il répondu. Mais la façon dont il fuyait mon regard m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. C'était grave, très grave. Les jours suivants ont été un cauchemar d'examens, de laboratoire, d'attentes interminables. Estefania empirait visiblement. Les picotements se sont transformés en faiblesse. Elle a commencé à marcher avec difficulté, traînant légèrement le pied droit. Une semaine plus tard, nous sommes retournés au cabinet du docteur Christian pour les résultats. Estefania me serrait la main si fort que ça me faisait mal. J'essayais de rester calme, mais à l'intérieur, j'étais terrifié. Le médecin a ouvert un dossier avec des images médicales et des analyses. Son expression était sombre. Madame Estefania, Monsieur Nelson, a-t-il commencé d'une voix prudente. Les résultats confirment mes soupçons initiaux. Estefania est atteinte de sclérose latérale progressive. C'est une maladie neurodégénérative qui affecte les motoneurones. Le monde s'est arrêté. J'ai entendu les mots, mais je ne les ai pas complètement assimilés. Qu'est-ce que cela signifie, ai-je murmuré. Cela signifie que votre femme perdra progressivement le contrôle de ses muscles. D'abord les jambes, puis les bras, et éventuellement les muscles respiratoires. Estefania a laissé échapper un sanglot. Je vais mourir. Le docteur Christian nous a regardés avec ce qui semblait être une véritable compassion. L'espérance de vie moyenne après le diagnostic est de 2 à 5 ans, mais il existe des traitements expérimentaux. Il y a des options. Quelles options, ai-je immédiatement demandé. Je ferai n'importe quoi. Je paierai n'importe quoi. Le docteur Christian s'est penché en avant, joignant les mains sur le bureau. Il y a une clinique en Suisse qui développe un traitement expérimental à base de cellules souches. Les résultats préliminaires sont prometteurs. Certains patients ont réussi à stopper la progression de la maladie, voire à retrouver une certaine fonction musculaire. Combien cela coûte-t-il, ai-je demandé sans une seconde d'hésitation. Le traitement complet, y compris les hospitalisations, les médicaments et le suivi sur 1 an, coûte environ 2 millions de dollars. Je me suis senti comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. 2 millions. C'était une somme énorme, mais j'avais l'appartement. J'avais des économies. J'avais l'entreprise. Je pouvais les trouver. Nous le ferons, ai-je dit immédiatement en serrant la main d'Estefania. Nous ferons ce traitement. Elle m'a regardé, les yeux remplis de larmes. Nelson, c'est trop d'argent. Tu ne peux pas vendre tout ce que tu as construit pour moi. Tu es plus importante que n'importe quel appartement ou n'importe quelle entreprise, lui ai-je dit, et je suis à 100% avec toi. Nous allons combattre cela ensemble. Les semaines suivantes ont été un cauchemar qui empirait de jour en jour. Estefania s'est détériorée à une vitesse terrifiante. Ce qui a commencé par un léger traînement du pied est devenu une incapacité totale à marcher. Elle a dû commencer à utiliser une canne, puis un déambulateur et enfin, 3 semaines après le diagnostic, un fauteuil roulant. Je la voyais assise dans ce fauteuil, pleurant silencieusement en regardant par la fenêtre, et j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Ma femme forte,
indépendante, pleine de vie. Maintenant, elle ne pouvait même plus aller aux toilettes seule. Je ne veux pas être un fardeau pour toi, me disait-elle entre deux sanglots. Tu devrais me quitter et trouver quelqu'un en bonne santé. Ne dis pas de bêtises, lui répondais-je en la serrant dans mes bras. Nous avons dit pour le meilleur et pour le pire. Nous allons traverser ça. Mais à l'intérieur, je m'effondrais aussi. Je travaillais toute la journée à l'entreprise, puis je rentrais à la maison et devenais infirmier. Je l'aidais à se laver, à s'habiller, à passer du lit au fauteuil. Je dormais 4 heures par nuit. J'ai perdu 8 kilos en un mois. Ma sœur Martha est venue nous rendre visite un après-midi. Elle est avocate. Elle a toujours été la personne la plus pragmatique et la plus directe que je connaisse. Quand elle a vu Estefania dans le fauteuil roulant, ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle est restée forte. « Nelson, tu as besoin d'aide », m'a-t-elle dit quand Estefania s'est endormie. « Tu ne peux pas faire ça tout seul. Engage une infirmière. » Je n'ai pas le temps de faire passer des entretiens à des infirmières, ai-je répondu en frottant mes yeux épuisés. En plus, Estefania s'énerve quand je suggère de faire venir quelqu'un de l'extérieur. Elle dit qu'elle se sent humiliée. « Mon frère, tu vas tomber malade toi aussi », a insisté Martha. « Et si tu tombes malade, qui s'occupera d'elle? Qui va payer le traitement ?» Elle avait raison. Mais j'étais trop épuisé pour penser clairement. Le docteur Christian nous a appelés 2 jours plus tard. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai obtenu une place à la clinique en Suisse, mais il faut qu'Estefania voyage dans les 3 prochaines semaines. Le traitement doit commencer avant que la dégénérescence ne progresse davantage. 3 semaines. J'avais 3 semaines pour trouver 2 millions de dollars. Ce soir-là, je me suis assis avec Estefania et j'ai expliqué la situation. Elle a secoué la tête en pleurant. « Je ne peux pas te demander de vendre l'appartement, Nelson. Cet endroit est ta fierté. Tu l'as acheté avec ton dur labeur. Nous l'avons acheté ensemble, les jeux corrigés, et il ne vaut rien si tu n'es pas là pour y vivre avec moi. Je parlerai à un agent immobilier demain. » Mais il y avait un problème. L'appartement valait environ 2,3 millions de dollars sur le marché, mais une vente normale prenait des mois. J'avais besoin de l'argent en 3 semaines. J'ai engagé le meilleur agent immobilier de la ville, un homme nommé Alberto, qui avait vendu des propriétés à plusieurs millions de dollars en un temps record. « Je peux vous obtenir une vente rapide », m'a-t-il dit après avoir inspecté l'appartement. « Mais vous allez devoir faire un sacrifice sur le prix. Si vous le mettez en vente à 1,8 million, je peux avoir un acheteur dans une semaine. » 1,8 million. 500 000 de moins que sa valeur. Mais qu'importait l'argent si Estefania mourait? « Faites-le, lui ai-je dit. » Estefania a pleuré quand je le lui ai dit. « Tu perds des millions de dollars pour moi. Je gagne plus de temps avec toi, ai-je répondu en l'embrassant sur le front. Ça n'a pas de prix. Alberto a tenu parole. En 6 jours, un acheteur est apparu. Un homme d'affaires étranger qui payait comptant et voulait conclure rapidement. Nous avons signé les papiers chez un notaire par un jeudi après-midi pluvieux. Quand j'ai apposé ma signature sur le dernier document, j'ai senti une boule dans ma gorge. Je vendais l'endroit où j'avais construit mes rêves, où j'avais été heureux, où j'avais planifié mon avenir. Mais j'ai regardé Estefania dans son fauteuil roulant, pâle et tremblante, et j'ai su que je faisais ce qu'il fallait. C'est fait, lui ai-je dit ce soir-là. Nous avons l'argent. Nous allons te sauver. Elle m'a serré dans ses bras en pleurant. Tu es le meilleur homme que j'ai jamais connu. Je ne mérite pas tant. Tu mérites tout, ai-je murmuré. Mais j'avais besoin de plus d'argent. Le traitement coûtait 2 millions, mais nous devions aussi payer le voyage, l'hébergement en Suisse pendant des mois, les médicaments supplémentaires, les urgences. Alberto m'a recommandé, vendez aussi votre voiture. J'ai vendu ma berline de luxe, achetée 2 ans plus tôt, pour 40 000 dollars. J'ai retiré toutes mes économies, fermé mes comptes d'investissement, contracté un prêt en utilisant l'entreprise comme garantie. J'ai rassemblé tout l'argent que je pouvais. À la fin, j'avais 2 400 000 dollars en liquidité. Je vais tout virer sur ton compte, ai-je dit à Estefania. Comme ça, quand tu arriveras en Suisse, tu pourras payer la clinique directement sans complications internationales. Elle a hoché la tête en essuyant ses larmes. Tu viens avec moi, n'est-ce pas? Cette question m'a brisé. Mon amour,
je dois rester pour gérer l'entreprise. Si je laisse tout à l'abandon pendant 3 mois, nous ferons faillite, et nous avons besoin que l'argent continue de rentrer pour maintenir ton traitement. J'ai vu la peur dans ses yeux. Je vais être seul. La clinique a du personnel 24 heures sur 24, des infirmières, des médecins, tout. Et je prendrai l'avion pour venir te voir toutes les 2 semaines. Je te le promets. C'est juste temporaire, jusqu'à ce que tu sois stable. Je ne voulais pas la laisser partir seule, mais nous n'avions vraiment pas le choix. Si l'entreprise faisait faillite, il n'y aurait plus d'argent pour poursuivre le traitement. Le docteur Christian a tout coordonné. À Paris, il y a une clinique associée qui fera l'évaluation initiale, a-t-il expliqué. Et Stéphania y passera 2 semaines pour faire des études préliminaires avant d'aller en Suisse. C'est le protocole standard. Paris, la ville qu'elle adorait. Au moins, cela lui donnerait un peu de joie au milieu de ce cauchemar. J'ai transféré les 2 400 000 $ sur le compte d'Estéphania 3 jours avant son voyage. Tout est prêt, lui ai-je dit en lui montrant la confirmation bancaire. Tu as l'argent à disposition pour tout ce dont tu as besoin. La nuit précédant son vol, je l'ai aidé à faire ses valises. Nous avons emballé des vêtements confortables, des médicaments, des documents médicaux. Elle pleurait silencieusement pendant que je pliais ses pulls. Tu vas tellement me manquer, a-t-elle dit d'une voix brisée. Moi aussi, mon amour. Mais c'est pour te sauver. Cela vaut n'importe quel sacrifice. Le lendemain, je l'ai accompagnée à l'aéroport dans une ambulance spéciale que j'avais louée. Elle était sur une civière parce qu'elle ne pouvait plus rester assise dans un fauteuil roulant très longtemps sans se fatiguer. Elle avait une infirmière qui l'accompagnait pour tout le vol. À l'aéroport, je me suis agenouillé à côté de la civière et j'ai pris sa main. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Tu vas vaincre ça. Quand tu reviendras, nous achèterons un autre appartement, un plus beau, et nous serons à nouveau heureux. Elle m'a embrassé désespérément. Je t'aime, Nelson. Merci de me sauver. Je t'aime plus, ai-je murmuré. Je l'ai regardé disparaître par la porte d'embarquement. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait une partie de l'âme. Ma femme partait seule sur un autre continent, luttant contre une maladie mortelle. Et je restais ici, essayant de maintenir à flot le peu qu'il nous restait. Je suis retourné à l'appartement loué où je vivais désormais, un petit 2 pièces dans un quartier modeste, rien à voir avec notre ancienne maison. Je me suis assis sur un canapé d'occasion que j'avais acheté et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis mon enfance. Les premiers jours après le départ d'Estéphania ont été les plus durs de ma vie. Je me réveillais à 5 heures du matin avec l'estomac noué. Je vérifiais mon téléphone dans l'espoir d'avoir de ses nouvelles, et j'allais travailler avec l'impression de marcher dans un brouillard épais. L'entreprise nécessitait toute mon attention, mais mon esprit était à des milliers de kilomètres de là. Estéphania m'appelait tous les jours de Paris. Sa voix semblait faible, fatiguée. La clinique est très professionnelle, me disait-elle. Les médecins font toutes les études préliminaires. Ils me font des prises de sang tous les 2 jours. Ils font des IRM, des tests musculaires. C'est épuisant, mais nécessaire. Comment te sens-tu physiquement, demandai-je, essayant de détecter le moindre changement dans son état. Pareil. Pas d'amélioration, mais pas pire non plus. Ils me disent que c'est normal, que le vrai traitement commencera quand j'arriverai en Suisse la semaine prochaine. Je dormais 4 heures par nuit. Je travaillais à l'entreprise de 7 heures du matin jusqu'à 21 heures. Ensuite, je rentrais dans l'appartement vide et je restais éveillé pour vérifier les factures, payer les dettes, et essayer de maintenir la stabilité de l'entreprise. J'avais contracté un prêt d'1 demi-million en utilisant l'entreprise comme garantie pour maintenir les liquidités. Les pressions étaient énormes. Ma sœur Martha venait me voir 2 fois par semaine. Elle m'apportait à manger car elle savait que je mangeais à peine. Mon frère, tu es en train de te tuer, disait-elle en me forçant à manger une assiette de pâtes. Tu dois te reposer. Je ne peux pas me reposer, répondais-je. Si l'entreprise fait faillite, il n'y a plus d'argent pour le traitement d'Estéphania. Il n'y a plus d'argent pour rien. À quand remonte la dernière fois où tu as dormi plus de 4 heures? Je ne m'en souvenais pas. Tout était un flou de travail, d'inquiétude et d'appel avec Estéphania. Une semaine après son arrivée à Paris, elle m'a appelé en pleurant. Nelson, les médecins ont trouvé quelque chose dans les dernières études. La dégénérescence est plus rapide qu'ils ne le pensaient.
Ils doivent faire le traitement immédiatement. Sa voix s'est brisée. Mon cœur s'est arrêté. Mais quoi, mon amour? Le traitement va coûter plus cher. Les médicaments supplémentaires dont j'ai besoin à cause de la vitesse de progression ajoutent encore 800 000 $. Je ne sais pas quoi faire. 800 000 $ de plus. J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. J'avais déjà tout dépensé. L'appartement, la voiture, les économies, le prêt. Où allais-je trouver encore 800 000 $? Calme-toi, lui ai-je dit, essayant de garder ma voix stable, bien qu'à l'intérieur je commençais à paniquer. Je vais trouver l'argent. Concentre-toi sur la préparation de ton traitement. Nelson, tu as déjà tout vendu. Tu ne peux pas continuer à te sacrifier pour moi. Je trouverai un moyen, lui ai-je promis. Je le jure. J'ai raccroché le téléphone et j'ai fixé le mur de l'appartement vide pendant 1 heure. Que pouvais-je vendre d'autre? Que pouvais-je faire d'autre? L'entreprise valait environ 4 millions de $. Mais si je la vendais, nous perdrions notre unique source de revenus. Ce serait un suicide financier. J'ai appelé mon comptable à 22 heures. Ramon, je dois trouver 800 000 $ de toute urgence. Quelles sont mes options? Ramon a soupiré à l'autre bout du fil. Nelson, vous êtes déjà à votre limite de crédit. Vous avez emprunté un demi-million il y a 2 semaines. Aucune banque ne vous donnera plus. Il doit bien y avoir quelque chose. Des investisseurs privés, des prêteurs, n'importe quoi. Il y a des prêteurs privés, oui, mais ils appliquent des taux d'intérêt extrêmement élevés. On parle de 25 à 30% par an. C'est de l'usure légale. Je m'en fiche. Organisez-moi des rendez-vous avec n'importe qui. Les 3 jours suivants ont été un tourbillon de réunions avec des investisseurs, des prêteurs et des banques. Ils me regardaient tous avec pitié quand je leur expliquais ma situation. C'est trop risqué, disaient-ils. L'entreprise a déjà trop de dettes. Finalement, j'ai trouvé un investisseur privé prêt à me prêter 800 000 $ à un taux d'intérêt annuel de 28%, avec l'entreprise comme garantie supplémentaire. Si je ne remboursais pas dans les 2 ans, je perdais tout. J'accepte, ai-je dit sans une seconde d'hésitation. J'ai signé les papiers l'après-midi même. J'ai transféré les 800 000 $ sur le compte d'Estefania immédiatement et je l'ai appelée pour la prévenir. L'argent est là, mon amour. Tu peux procéder au traitement complet. Je l'ai entendu pleurer à l'autre bout. Je ne sais pas comment te remercier. Tu donnes toute ta vie pour moi. Tu es toute ma vie, ai-je répondu. Sans toi, rien de tout cela n'a de sens. Ce soir-là, j'ai craqué. Je me suis assis sur le sol de l'appartement vide et j'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes. J'avais perdu ma maison, ma voiture, mes économies, et maintenant j'avais hypothéqué l'avenir de mon entreprise. J'étais endetté jusqu'au cou, mais si cela sauvait Estefania, cela valait chaque centime. Les 2 semaines suivantes ont été du pareil au même. Travail épuisant le jour, appel avec Estefania la nuit. Elle me parlait du traitement. C'est douloureux, disait-elle. Les injections de cellules souches sont terribles, mais les médecins disent que je réponds bien. Il faut être patient. Je mangeais 1 fois par jour pour économiser de l'argent. J'ai annulé mon abonnement à la salle de sport, au club, tout ce qui n'était pas absolument essentiel. Chaque dollar économisé était $1 de plus pour le traitement d'Estefania. Martha a remarqué à quel point j'allais mal. Mon frère, tu disparais. Tu dois prendre soin de toi. Je vais bien, ai-je menti. Non, tu ne vas pas bien. Regarde-toi. Tu es pâle. Tu as perdu au moins 10 kilos. Tu as des cernes qui descendent jusqu'au sol. À quand remonte ta dernière visite chez le médecin? Je n'ai pas le temps pour les médecins. Nelson, si tu tombes malade, qui va payer pour le traitement d'Estefania? Pense de manière logique. Elle avait raison, mais je fonctionnais en pilote automatique. Travailler, dormir 4 heures, travailler à nouveau. Il n'y avait pas de place pour autre chose. 3 semaines après l'arrivée d'Estefania à Paris, j'ai reçu une étrange notification de ma banque. C'était un vendredi après-midi. J'examinais les relevés bancaires de l'entreprise quand j'ai vu quelque chose qui n'avait aucun sens. Le compte d'Estefania, où j'avais déposé les 2 400 000 $ puis les 800 000 $ supplémentaires,
indiquait un virement sortant de 8 millions de dollars vers un autre compte bancaire. Je ne reconnaissais pas ces 8 millions. D'où venait cet argent supplémentaire? Je ne lui avais transféré que 3 200 000 dollars au total. J'ai immédiatement appelé la banque. Je dois parler à quelqu'un au sujet d'un virement sur le compte de ma femme. Ils m'ont passé un conseiller. Monsieur Nelson, je vois la transaction. Elle a été autorisée par la titulaire du compte, votre épouse Estefania. Il y a 3 jours. Mais d'où viennent les 8 millions? Je n'ai déposé que 3 200 000 dollars. Les fonds supplémentaires proviennent d'un compte joint que vous avez dans une autre institution. Elle a d'abord fait un virement de ce compte vers celui-ci, puis a effectué le virement final des 8 millions. Un compte joint dont je ne me souvenais pas. Quelque chose ne tournait pas rond. Vers quel compte sont partis les 8 millions? En raison des politiques de confidentialité, je ne peux pas vous donner ces détails sans l'autorisation des 2 titulaires du compte. J'ai raccroché, pris de vertige. Que se passait-il? Pourquoi Estefania déplaçait-elle d'aussi grosses sommes d'argent sans m'en parler? Je l'ai appelée immédiatement. Le téléphone a sonné 6 fois avant qu'elle ne réponde. Sa voix semblait étrange, comme si je l'avais réveillée. Nelson, qu'est-ce qui se passe, mon amour? La banque m'a informé d'un virement de 8 millions de dollars depuis ton compte. Qu'est-ce que c'est? Il y a eu un long silence. Trop long. Oh, ça, a-t-elle finalement dit d'une voix tremblante. C'était une erreur de la banque. Je suis déjà en train de régler ça. Ils m'ont appelé hier pour me dire qu'il y avait eu une double transaction à cause d'une erreur système. Ils vont l'annuler. Une erreur de 8 millions de dollars? Oui, tu sais comment sont les banques. C'est le bazar. Mais ne t'inquiète pas, c'est en cours de correction. Son explication semblait raisonnable, mais quelque chose dans le ton de sa voix me mettait mal à l'aise. Elle avait l'air nerveuse, pressée. Tu es sûr que tout va bien? Oui, mon amour. Tout va bien. Je dois raccrocher maintenant. Les médecins m'appellent pour une autre séance de traitement. Elle a raccroché avant que je ne puisse dire un mot de plus. J'ai fixé le téléphone avec une sensation étrange dans le ventre. Quelque chose ne collait pas, mais j'étais tellement épuisé, tellement débordé par le travail et les dettes, que j'ai décidé de croire son explication. 2 jours plus tard, j'ai rappelé la banque pour confirmer qu'ils avaient annulé l'erreur. Non, monsieur, m'a dit le conseiller. Il n'y a aucune annulation en attente. Le virement de 8 millions de dollars a été traité normalement et les fonds ne sont plus sur le compte. Le monde a commencé à tourner autour de moi. Comment ça, il n'y a pas d'annulation? Ma femme m'a dit que c'était une erreur. Selon nos dossiers, la titulaire a autorisé ce virement personnellement. Il n'y a aucune indication d'erreur. J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes. 8 millions de dollars disparus. Estefania m'avait menti à propos de l'erreur bancaire. Pourquoi? Que se passait-il réellement à Paris? J'ai essayé de l'appeler immédiatement. Le téléphone a sonné et sonné jusqu'à tomber sur la messagerie vocale. Mon amour, j'ai besoin que tu m'appelles urgemment. C'est au sujet du virement bancaire. S'il te plaît, appelle-moi dès que tu peux. 4 heures ont passé, rien. J'ai rappelé. Encore la messagerie vocale. À 22 heures, elle m'a finalement rappelé. Sa voix semblait fatiguée, voire irritée. Nelson, qu'y a-t-il? Tu m'as laissé 5 messages. Je suis en plein traitement, je ne peux pas répondre au téléphone tout le temps. La banque m'a dit qu'il n'y avait pas d'erreur. Le virement de 8 millions a été autorisé par toi et il n'y a pas d'annulation en attente. Que se passe-t-il? Nouveau long silence. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. Les médecins m'ont demandé de payer les 6 prochains mois de traitement d'avance, a-t-elle finalement dit. C'est moins cher comme ça. Ils m'ont fait une remise de 20%. J'allais te le dire, mais je ne voulais pas t'inquiéter avec d'autres problèmes d'argent. 8 millions pour 6 mois. C'est un traitement très cher, Nelson. Tu le sais. Ça inclut les hospitalisations, les médicaments expérimentaux, l'équipement spécialisé. Tout est extrêmement cher ici en Europe. Son explication était logique, mais mon instinct hurlait que quelque chose n'allait pas. Pourquoi ne m'avait-elle pas consulté avant de faire un virement aussi important? Estefania, c'est 8 millions de dollars.
Tu aurais dû me le dire avant de déplacer une telle somme. Je me bats pour ma vie. Sa voix s'est élevée, paraissant blessée. Pardonne-moi si je ne te consulte pas chaque fois que les médecins me demandent quelque chose. Maintenant, tu vas remettre en question chacune de mes décisions médicales. Je me suis tout de suite senti mal. Elle avait raison. Elle luttait contre une maladie mortelle et je la harcelais à propos de l'argent. Pardonne-moi, mon amour. Tu as raison. C'est juste que j'ai pris peur en voyant le virement sans explication. Je sais. Sa voix s'est adoucie. J'aurais dû te le dire, mais tout va bien. Je te le promets. L'argent est utilisé pour mon traitement. Les médecins disent que je m'améliore. Tu t'améliores vraiment? Oui. Je ne peux toujours pas marcher, mais je ressens plus de force dans mes bras. C'est lent, mais il y a des progrès. Cette nouvelle m'a rempli d'espoir. Tous les sacrifices, toutes les dettes. Tout cela en valait la peine si elle allait mieux. C'est merveilleux, mon amour. Je suis si heureux de l'entendre. Tu me manques tellement, a-t-elle dit. Et sa voix semblait sincèrement triste. Quand vas-tu venir me voir? Bientôt. Laisse-moi régler quelques affaires pour l'entreprise et je prendrai l'avion. Dans 2 semaines, maximum. Je t'aime, Nelson. Je t'aime aussi. J'ai raccroché en me sentant un peu mieux, mais ce sentiment de malaise ne s'est pas complètement dissipé. J'ai décidé de l'ignorer. Estefania était ma femme, la femme avec qui j'avais partagé 15 ans de ma vie. Je n'avais aucune raison de me méfier d'elle. Je me suis concentré sur le travail avec une énergie renouvelée. Si elle allait mieux, tout cela prendrait un sens à la fin. Nous allions retrouver notre vie ensemble. Mais une semaine plus tard, ma sœur Martha est venue dans mon bureau avec une expression sérieuse qui ne m'a pas plu du tout. Nelson, je dois te parler de quelque chose. Qu'y a-t-il? Elle a fermé la porte et s'est assise en face de mon bureau. J'ai une amie qui travaille dans un cabinet d'avocats international. Il y a quelques jours, j'ai mentionné par hasard la situation d'Estefania et elle m'a dit quelque chose que j'ai trouvé étrange. Quelle chose? Elle m'a demandé le nom du médecin qui la soigne. Je lui ai dit Dr Christian Flor. Elle a fait quelques recherches et a découvert que ce médecin avait été poursuivi il y a 2 ans par 3 patients qui l'accusent de fraude médicale. J'ai eu l'impression qu'on me jetait de l'eau glacée au visage. Fraude médicale? Oui. Les patients disent qu'il a inventé de faux diagnostics pour facturer des traitements très chers. Les affaires sont toujours devant les tribunaux, mais il y a des preuves assez solides. Ça ne veut rien dire, ai-je immédiatement répondu, sur la défensive. N'importe quel médecin célèbre a des procès. Ça ne prouve pas que c'est un escroc. Je sais. Martha a levé les mains. Je te dis juste ce que j'ai trouvé. Ça ne veut peut-être rien dire. Mais après que tu m'aies parlé de cet étrange virement de 8 millions, j'ai pensé que tu devais savoir. Estefania m'a expliqué ce virement. C'était pour payer le traitement d'avance. Martha m'a regardé avec cette expression qu'elle prenait quand nous étions enfants et que je disais quelque chose qu'elle considérait naïf. Nelson, as-tu vu de vraies factures de la clinique? Des preuves de paiement? Quoi que ce soit d'officiel? Je n'en avais pas vu. Estefania gérait tous les paiements directement avec la clinique. Elle est malade, Martha. J'ai vu le diagnostic du docteur Christian de mes propres yeux. J'ai vu comment elle s'est détériorée. Elle était en fauteuil roulant. Je dis juste que tu devrais demander à voir des documents officiels, des factures, des reçus, des rapports médicaux de la clinique à Paris. C'est ton droit en tant que mari et en tant que personne qui paie pour tout. Ça m'ennuyait que Martha doute d'Estefania, mais une partie de moi savait qu'elle avait raison. J'avais déplacé plus de 3 millions de dollars et je n'avais pas un seul papier officiel pour justifier ce qui était dépensé. Je demanderai les documents, ai-je finalement dit. Ce soir-là, j'ai appelé Estefania. J'ai essayé de paraître détendu. Mon amour, mon comptable a besoin de documents de la clinique pour les impôts. Peux-tu leur demander de t'envoyer les factures détaillées pour tous les traitements? Pourquoi ton comptable a-t-il besoin de ça? Pour déclarer les frais médicaux sur nos impôts. Nous pouvons déduire une grande partie de ce que nous avons dépensé, mais nous avons besoin de preuves officielles. Oh, ça a du sens. Laisse-moi parler à l'administration de la clinique demain. Parfait. Merci, mon amour.
3 jours ont passé. Aucun document n'est arrivé. J'ai redemandé. Mon amour, as-tu pu obtenir les factures? L'administration prépare tout. Ils me disent qu'en France, les procédures bureaucratiques sont très lentes. Donne-moi encore quelques jours. 4 jours de plus sont passés. Rien. Martha est revenue à mon bureau. Cette fois, elle a apporté un dossier. Mon ami a fait plus de recherches sur le docteur Christian, Nelson. Il faut que tu vois ça. Elle a ouvert un dossier et a sorti des documents imprimés, des articles de journaux, des documents juridiques, des témoignages de patients. Ces 3 patients qui l'ont poursuivi ont des histoires presque identiques, diagnostic de maladies neurologiques graves, traitements extrêmement coûteux dans des cliniques étrangères. Et ensuite, il s'est avéré qu'il n'avait jamais vraiment été malade. J'ai lu les documents, le cœur battant à tout rompre. Un homme de 50 ans qui avait soi-disant une maladie dégénérative avait vendu sa maison pour payer un traitement en Allemagne. Et il s'est avéré que le diagnostic était complètement faux. Une femme de 45 ans avec la même histoire. Traitement en Suisse, diagnostic inventé. Ça ne prouve pas qu'Estefania ment, ai-je dit. Mais ma voix paraissait faible même à mes propres oreilles. Ça ne le prouve pas, a admis Martha. Mais c'est une très grosse coïncidence. Le même médecin, le même type de maladie, le même schéma de traitement coûteux en Europe. J'ai vu Estefania se détériorer. Elle ne simulait pas. Tu es sûr? Réfléchis bien. As-tu vu une preuve médicale objective? Un médecin indépendant a-t-il confirmé le diagnostic? Je ne l'avais pas fait. J'avais fait totalement confiance au docteur Christian et à Estefania. Mon frère, Martha a posé sa main sur la mienne. Je sais que tu aimes Estefania. Je sais que c'est dur à entendre, mais tu dois enquêter. Tu dois t'assurer que l'argent que tu dépenses est réellement utilisé pour son traitement. Que suggères-tu que je fasse? Prendre l'avion pour Paris sans le lui dire. Aller à la clinique où elle est censée recevoir son traitement. Parler au médecin personnellement. Vérifier que tout est réel. L'idée d'aller à Paris sans la prévenir me semblait être une horrible trahison, mais les doutes étaient déjà plantés dans mon esprit et poussés comme des mauvaises herbes. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai ressassé tout cela dans ma tête. Les documents sur le docteur Christian, le mystérieux virement de 8 millions, l'absence de factures officielles, les excuses d'Estefania. Et si Martha avait raison? Et si tout n'était qu'un mensonge? Non. Impossible. J'avais vu Estefania dans ce fauteuil roulant. J'avais vu ses larmes. Personne n'est aussi bon acteur. Mais si elle l'était? La question me rongeait de l'intérieur. J'ai passé toute la nuit éveillé, fixant le plafond de l'appartement, sentant chaque certitude que j'avais sur ma vie s'effondrer lentement. À 6 heures du matin, j'ai pris une décision. J'allais à Paris à l'improviste. J'avais besoin de voir de mes propres yeux que tout était réel, que ma femme luttait vraiment pour sa vie, que je n'avais pas vendu tout mon avenir pour un mensonge. J'ai appelé Ramon, mon comptable, et je lui ai demandé de gérer l'entreprise pendant quelques jours. Je dois régler un problème personnel urgent. Tout va bien, Nelson? C'est ce que je vais découvrir. J'ai acheté un billet d'avion pour l'après-midi même. Vol direct pour Paris. Je n'ai rien dit à Estefania. Si tout était légitime, j'arriverais par surprise et je la soutiendrais dans son traitement. Si ça ne l'était pas, je préférais ne pas penser à cette possibilité. Avant d'aller à l'aéroport, je suis passé au bureau de Martha. Je pars pour Paris. J'ai besoin que tu me donnes toutes les informations que tu as sur le docteur Christian et ses affaires de fraude. Elle m'a tendu un épais dossier. J'ai aussi engagé un détective privé à Paris. Il s'appelle Alberto Russolo. Il est français, mais parle un espagnol parfait. Il pourra t'aider à localiser la clinique et vérifier les informations. Quand as-tu fait ça? Il y a 3 jours. J'avais le pressentiment que tu en aurais besoin. Je l'ai serré fort. Merci de veiller sur moi, petite sœur. J'espère avoir tort, a-t-elle dit. Vraiment. J'espère que tu vas arriver là-bas et trouver Estefania en plein traitement, et que tout ça n'est que ma paranoïa. Je l'espérais aussi de toutes les fibres de mon être. Le vol pour Paris a duré 11 heures interminables. Je n'ai pas pu fermer l'œil.
Je consultais sans cesse mon téléphone, regardant des photos d'Estefania et moi dans des moments meilleurs. À notre mariage, en voyage, lors de dîner. Nous avions l'air si heureux. Comment en étions-nous arrivés là? J'ai atterri à Paris à 9 h du matin, heure locale. Le détective privé, Alberto Russolo, m'attendait à l'aéroport avec une pancarte à mon nom. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants, vêtu d'un costume sombre. Il avait ce regard vif de quelqu'un qui avait vu trop de mensonges dans sa vie. Monsieur Nelson, m'a-t-il salué dans un espagnol parfait. Bienvenue à Paris. Je suis désolé que les circonstances ne soient pas plus plaisantes. Avez-vous trouvé quelque chose? Allons à ma voiture. J'ai des informations que vous devez voir. Dans la voiture, Alberto a ouvert un ordinateur portable et m'a montré une série de photographies. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Ces photos datent d'il y a 2 jours. Votre femme Estefania quittant l'hôtel Lumière, un hôtel 5 étoiles dans le 16e arrondissement. Comme vous pouvez le voir, elle marche sans aucune assistance. L'image m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Estefania, ma femme soi-disant paralysée, marchant dans la rue avec des talons de couleur crème, une élégante robe bordeaux, les cheveux parfaitement coiffés. Pas de fauteuil roulant, pas de canne, rien. Il doit y avoir une explication, ai-je murmuré, mais ma voix sonnait creux. Il y a plus. Alberto est passé à la photo suivante. Voici l'homme avec qui elle séjourne à l'hôtel. Il s'appelle Ricardo Sanchez, 39 ans, entraîneur personnel. Ils sont arrivés ensemble il y a 3 semaines. Ils sont enregistrés dans la suite présidentielle. La photo montrait Estefania tenant la main d'un homme grand, athlétique et brun. Il riait. Elle avait l'air radieuse, en bonne santé, tout à fait normale. J'ai eu envie de vomir. Avez-vous vérifié la clinique de traitement, ai-je demandé d'une voix tremblante. J'ai appelé les 3 principales cliniques de Paris qui traitent les maladies neurologiques. Aucune n'a de dossier pour une patiente nommée Estefania Mendes. J'ai aussi vérifié des cliniques en Suisse. Rien. Le monde autour de moi a commencé à tourner. Alors tout cela est un mensonge. Tout. Alberto a hoché la tête avec une expression de compassion. Je suis désolé, monsieur Nelson, mais il y a d'autres choses que vous devez savoir. J'ai réussi à accéder à des relevés bancaires basiques. Le compte sur lequel votre femme a transféré les 8 millions appartient à Ricardo Sanchez. Ce fils de... Les mots sont sortis de ma bouche comme du venin. Il y a des indices montrant que le docteur Christian est également impliqué. Tous les 3 ont été en communication constante. C'est probablement un plan coordonné depuis le début. Depuis le début. La réalité m'a frappé comme une avalanche. Êtes-vous en train de me dire qu'Estefania a planifié cela avant le soi-disant diagnostic? C'est ce que suggèrent les preuves. Le docteur Christian a déjà fait cela avec d'autres patients. Il a un mode opératoire. Il cherche des personnes ayant des ressources financières importantes. Il invente des diagnostics de maladies neurologiques rares. Il recommande des traitements coûteux à l'étranger. Ensuite, il garde un pourcentage de l'argent de l'escroquerie. Je suis resté silencieux, assimilant l'ampleur de la trahison. Ma femme, la femme que j'aimais depuis 15 ans, m'avait délibérément détruit, m'avait tout volé en prétendant être mourante. Combien de nuits a-t-elle pleuré dans mes bras en répétant son jeu d'actrice? Combien de fois m'a-t-elle dit qu'elle m'aimait tout en prévoyant de s'enfuir avec mon argent et son amant? Où sont-ils maintenant, ai-je finalement demandé avec une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne. Elle était froide, calme, dangereuse. D'après mes observations de ces derniers jours, ils suivent une routine assez prévisible. Le matin, ils vont à la salle de sport, déjeunent dans des restaurants chers. L'après-midi, ils font du shopping. Le soir, ils dînent dans des endroits exclusifs. Quel est leur restaurant préféré? Alberto m'a regardé attentivement. Il y en a un où ils sont allés 3 fois cette semaine. Le jardin secret, à Montmartre. Très exclusif. Très cher. Ils ont une réservation pour ce soir à 21 h. J'ai regardé ma montre. Il était 10 h du matin. J'avais 11 h pour planifier exactement ce que j'allais faire. J'ai besoin que vous m'emmeniez à ce restaurant ce soir. Mais d'abord, je dois passer quelques appels. J'ai passé la journée dans une modeste chambre d'hôtel qu'Alberto m'avait aidé à obtenir.
D'abord, j'ai appelé Martha et je lui ai raconté tout ce que j'avais découvert. Martha a presque crié au téléphone. Nelson, tu dois aller à la police immédiatement. Je le ferai, mais je veux d'abord la confronter. Je veux qu'elle me regarde dans les yeux et me dise la vérité. Fais attention, mon frère. Des gens capables de faire une chose pareille sont capables de tout. Ensuite, j'ai appelé un avocat international que Martha m'avait recommandé, un homme nommé Christian Valdez, spécialisé dans les fraudes financières transnationales. Monsieur Nelson, vous avez un dossier solide, m'a-t-il dit après avoir écouté toute l'histoire. Fraude, escroquerie aggravée, falsification de documents médicaux en France et dans votre pays d'origine. Cela pourrait valoir des années de prison aux 3 personnes impliquées. Pouvons-nous récupérer l'argent? Nous pouvons essayer. Si nous agissons vite, avant qu'ils ne transfèrent les fonds sur des comptes inaccessibles ou qu'ils ne dépensent tout, il y a de bonnes chances. J'ai besoin que vous m'envoyiez toute la documentation dont vous disposez. J'ai passé les heures suivantes à lui envoyer des virements bancaires, des emails, des SMS, tout ce qui pouvait servir de preuve. À 20 h, Alberto est venu me chercher. Il est temps. J'ai mis le seul costume que j'avais apporté dans ma valise. Je me suis regardé dans le miroir de l'hôtel. J'étais pâle avec des cernes. J'avais perdu tellement de poids que le costume flottait sur moi, mais mes yeux brillaient d'une détermination glaciale que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» m'a demandé Alberto alors qu'il conduisait vers Montmartre. « Totalement sûr. » Le jardin secret était exactement le genre d'endroit qu'Estefania adorait. Élégant, avec des lumières tamisées, de la musique de piano en direct, des nappes blanches et des verres en cristal. Combien de fois avions-nous parlé de dîner dans des endroits comme celui-ci quand nous serions enfin à la retraite? Alberto s'était arrangé pour me faire entrer sans réservation grâce à un contact qu'il avait avec le directeur. Leur table est au fond de la salle à manger principale, m'a informé le directeur à voix basse. Le pilier sur le côté gauche vous donnera une bonne couverture si vous voulez observer d'abord. Je lui ai donné un généreux pourboire et je suis entré. Le restaurant était rempli de couples bien habillés. Des conversations en français et en anglais. Le tintement des couverts contre la porcelaine. Et là, à une table près de la fenêtre, c'était elle. Estefania était spectaculaire. Elle portait cette robe bordeaux que j'avais vue sur les photos. Ses cheveux tombaient en vagues sur ses épaules. Maquillage parfait, elle riait, la tête en arrière, complètement détendue. En face d'elle, Ricardo levait son verre de vin. Il était plus jeune que moi, plus athlétique, avec ce genre de sourire facile qu'il utilisait probablement pour séduire les clientes à la salle de sport. Je me suis caché derrière le pilier, assez près pour entendre leur conversation, mais sans qu'ils puissent me voir. Nous l'avons fait, mon amour, ai-je entendu Estefania dire, la voix pleine de joie. Cet idiot a tout vendu. L'appartement, les économies, même la voiture. Ricardo a laissé échapper un rire. 18 millions de dollars pour 6 mois de comédie. Estefania, tu es un génie. Même moi, j'y ai presque cru quand tu pleurais dans ce fauteuil roulant. Chaque mot était un poignard dans ma poitrine, mais je me suis forcé à continuer d'écouter. Nelson a toujours été si prévisible, a-t-elle continué en prenant une gorgée de vin. Si noble, si stupide. Tu lui montres une larme et il ferait n'importe quoi. Quand je lui ai dit que j'avais besoin d'un traitement urgent en Suisse, il a vendu l'appartement en 2 semaines. Cet endroit valait 2,3 millions et il l'a laissé partir pour 1,8 parce que je pleurais toutes les nuits. Et le docteur Christian a pris sa part. Estefania a répondu avec un sourire satisfait. 1 million de dollars pour le faux diagnostic et les documents médicaux. Ce n'est pas cher payé, sachant qu'il nous a aidés à obtenir près de 20 millions au total. Presque 20 millions, a répété Ricardo, les yeux brillants de cupidité. Avec ça, nous pouvons vivre comme des rois pour le reste de nos vies. J'ai déjà transféré 8 millions sur le compte aux îles Caïmans, complètement intouchable. Estefania s'est penchée en avant et a pris sa main. Le meilleur, c'est que Nelson ne s'est douté de rien jusqu'à la fin. Il croyait que je mourrais. Tu aurais dû voir sa tête quand il a signé les papiers de l'appartement. Il pleurait comme un enfant. Il disait qu'il vendrait son âme pour me sauver. Ils ont tous les deux ri comme si c'était la meilleure blague du monde. Quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la douleur. C'était quelque chose de plus froid, de plus sombre,
une rage glaciale qui m'a rempli de la tête aux pieds. Ce pauvre imbécile est probablement encore dans ce misérable appartement qu'il a loué, a continué Estefania en essuyant une larme de rire. Travaillant 18 heures par jour pour rembourser les dettes que je lui ai fait contracter. Pendant que nous sommes ici à Paris, à dépenser son argent. Penses-tu qu'il soupçonnera un jour la vérité, a demandé Ricardo. Nelson? Jamais. Il est trop confiant. Trop bon. C'est son problème. La bonté est une faiblesse dans ce monde. Les imbéciles comme lui existent pour que les gens comme nous puissent prospérer. Ricardo a levé son verre pour porter un toast. Alors, aux imbéciles qui rendent notre belle vie possible. Aux imbéciles, a répété Estefania, faisant teinter son verre contre le sien. C'était suffisant. J'ai fait un pas en avant derrière le pilier. Mes jambes ont bougé d'elles-mêmes, me portant vers leur table à pas fermes et silencieux. Je me suis approché du côté d'Estefania. Elle me tournait le dos, complètement inconsciente de ma présence. Ricardo m'a vu le premier et son expression a changé, le sourire se figeant sur son visage. Je me suis penché en avant, approchant ma bouche de l'oreille d'Estefania. Elle sentait ce parfum cher qu'elle avait toujours aimé, celui que je lui offrais à chaque anniversaire. Finis ton verre rapidement, ai-je murmuré d'une voix glaciale. Ils t'attendent dehors. J'ai senti son corps se crisper instantanément. Le verre a tremblé dans sa main, renversant du vin rouge sur la nappe blanche. Elle s'est retournée lentement, comme si elle avait peur de confirmer ce que ses oreilles venaient d'entendre. Quand ses yeux ont croisé les miens, toute la couleur s'est vidée de son visage. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Je l'ai vu déglutir, ses yeux dartant frénétiquement, cherchant une échappatoire, une explication, n'importe quoi. Nelson, a-t-elle finalement réussi à dire, sa voix n'étant plus qu'un murmure brisé. Que fais-tu ici? Surprise, mon amour, ai-je dit avec un calme que je ne me connaissais pas, je suis venu voir comment se passait ton traitement. Imagine ma surprise quand j'ai découvert qu'il n'y avait ni clinique, ni traitement, ni maladie. Ricardo a essayé de se lever de sa chaise, mais j'ai levé la main. Assieds-toi, Ricardo. Toi et moi, nous devons aussi parler. Je ne sais pas de quoi tu parles, a essayé de dire Estefania, sa voix reprenant un peu de fermeté. Elle passait en mode défense, se préparant à mentir jusqu'au bout. Je suis en traitement. Je suis juste sorti ce soir parce que les médecins m'ont donné une permission spéciale pour. Ça suffit, les jeux interrompus, ma voix coupant l'air comme un couteau. J'ai entendu chaque mot de votre conversation. Je sais tout pour le docteur Christian, le faux diagnostic, les 8 millions transférés aux îles Caïmans. Je sais tout, Estefania. Son visage est passé du blanc au gris. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle a dû reposer son verre sur la table. Je viens de vous entendre rire de moi, ai-je continué, sentant chaque mot comme du verre pilé dans ma gorge. Comment vous me traitez d'imbécile pour t'avoir aimé, pour avoir cru que tu mourrais, pour avoir vendu tout ce que j'avais construit pour te sauver. Ricardo s'est levé brusquement. Écoute, mon pote, c'est entre toi et ta femme. Je n'ai rien à. Assieds-toi, ai-je répété, et cette fois, ma voix avait un tranchant qui l'a fait obéir immédiatement. Tu as reçu 800 000 $ d'argent volé. Tu es aussi coupable qu'elle. D'autres tables commençaient à remarquer la tension. Le murmure des conversations s'éteignait alors que les gens se retournaient pour nous regarder. Nelson, s'il te plaît. Estefania a essayé de me prendre la main, mais je l'ai retirée comme si elle me brûlait. Je peux t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Je t'aime. Tout ça, c'était. C'était quoi, les jeux interrompus? Un malentendu? Une blague qui a mal tourné? Je viens de t'entendre dire que la bonté est une faiblesse. Que les gens comme moi existent pour que les gens comme vous puissent prospérer. Peux-tu expliquer ça aussi? Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. De fausses larmes, probablement les mêmes qu'elle avait perfectionnées pendant 6 mois de comédie. S'il te plaît, pouvons-nous parler en privé? Pas ici. Pourquoi pas ici, ai-je dit en élevant légèrement la voix. Il y a un instant, vous célébriez publiquement la façon dont vous m'aviez escroqué. Pourquoi ne pouvons-nous pas parler publiquement des conséquences? Le directeur du restaurant s'est approché nerveusement. Messieurs, s'il vous plaît. Vous dérangez les autres clients. Si vous pouviez. Ne vous inquiétez pas,
lui ai-je dit sans quitter Estefania des yeux. Nous partons tous. Il y a des gens dehors qui veulent parler à madame et monsieur d'une petite affaire de fraude internationale. Les yeux d'Estefania se sont écarquillés d'horreur. Que as-tu fait? Ce que j'aurais dû faire depuis le début, ai-je répondu. Vérifier, enquêter, ne pas faire aveuglément confiance à quelqu'un juste parce qu'il dit m'aimer. Ricardo a essayé de se lever à nouveau, mais deux hommes vêtus de costumes sombres sont apparus à côté de notre table. L'un d'eux a montré une carte d'identité. Police nationale française, a-t-il dit en français avec un accent. Puis il est passé à l'espagnol, Estefania Mendes et Ricardo Sanchez, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de fraude internationale, escroquerie aggravée et falsification de documents. Estefania s'est levée si brusquement que sa chaise est tombée en arrière avec fracas. Non. Nelson, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Je te rendrai l'argent. Il est trop tard pour ça, ai-je dit en reculant alors que les policiers s'approchaient d'elle. Nous avons été heureux pendant 15 ans, a-t-elle crié pendant qu'un des agents lui passait les menottes. C'était réel. Je t'aimais. Peut-être que tu m'as aimé, ai-je répondu avec un calme qui m'a surpris. Tu as juste très bien fait semblant. Ricardo a essayé de résister quand le deuxième agent s'est approché pour le menotter. C'est une erreur. Je n'ai rien fait. Elle m'a dit que c'était son argent. Gardez vos explications pour le juge, a dit l'agent d'une voix ferme en lui attrapant le bras. Le restaurant entier était complètement silencieux. Des dizaines d'yeux regardaient la scène pendant qu'ils traînaient Estefania et Ricardo vers la sortie. Elle continuait de crier mon nom, de supplier, de pleurer avec un désespoir qui aurait été convaincant si je n'avais pas déjà appris à reconnaître ces jeux d'actrice. Nelson, s'il te plaît. Parlons. Nous pouvons résoudre ça. Ne les laisse pas m'emmener. Mais je suis resté là, au milieu du restaurant, immobile comme une statue, à les regarder l'emmener. J'ai senti les regards de tous les dîneurs sur moi, mais je m'en fichais. La seule chose que je ressentais, c'était un vide glacial là où un cœur battait autrefois. Alberto est apparu à mes côtés. C'est fini, monsieur Nelson. Non, ai-je répondu honnêtement. Mais ça va l'être. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté dans la chambre d'hôtel à fixer le plafond, assimilant tout ce qui s'était passé. 15 ans de mariage. 15 ans que je croyais réels, plein d'amour, de confiance, de complicité. Tout cela avait été un mensonge. Ou du moins, les derniers mois, depuis qu'Estefania avait rencontré Ricardo. À quel moment a-t-elle décidé de me détruire? Quand a-t-elle cessé de m'aimer pour ne me voir que comme une source d'argent? Était-ce progressif, ou y a-t-il eu un moment précis où elle a regardé Ricardo et a décidé qu'elle préférait cette vie-là à celle que nous avions ensemble? Les questions me tourmentaient, mais je savais que je n'aurais probablement jamais toutes les réponses. Le lendemain matin, Christian Valdez, l'avocat international, est venu à mon hôtel. Il apportait de bonnes nouvelles. Nous avons réussi à geler les comptes bancaires à temps. Il m'a informé des détails. Sur les quelques 20 millions de dollars qu'ils vous ont volés, nous avons récupéré 14 millions. Le reste a déjà été dépensé au cours de ces mois. Hôtel de luxe, restaurant cher, vêtements, bijoux. 14 millions. J'avais perdu 6 millions, plus la valeur réelle de mon appartement que j'avais vendu en dessous du prix du marché. Mais au moins, je n'étais pas complètement ruiné. Que va-t-il se passer pour eux maintenant? Le parquet français prépare des accusations formelles, fraude internationale, escroquerie aggravée, blanchiment d'argent, falsification de documents médicaux. Estefania et Ricardo pourraient risquer entre 8 et 12 ans de prison. Le docteur Christian, qui a été arrêté ce matin dans son pays, risque jusqu'à 15 ans. 15 ans. Le temps que j'avais passé marié à Estefania. L'ironie était amère. Vous pouvez également intenter un procès au civil pour des dommages supplémentaires, a poursuivi Christian. Détresse émotionnelle, perte d'opportunités commerciales, atteinte à la réputation. Vous pourriez récupérer plus d'argent. Faites ce que vous avez à faire, ai-je dit. Je veux qu'ils paient pour chaque centime qu'ils ont volé et pour chaque fausse larme qu'ils ont versée. Les jours suivants ont été un tourbillon de déclarations, de documents juridiques, d'entretiens avec les procureurs. L'histoire a fuité dans la presse et a explosé. Une femme simule une paralysie pour voler des millions, titraient les journaux. Un homme d'affaires découvre l'escroquerie de sa femme à Paris.
Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes voulant des interviews, des connaissances exprimant leur soutien ou leur curiosité morbide, des clients inquiets pour l'entreprise. J'ai éteint mon téléphone et j'ai laissé Martha tout gérer depuis chez elle. Une semaine après l'arrestation, on m'a autorisé à voir Estefania en détention provisoire où il la retenait. Christian m'avait prévenu que ce n'était pas une bonne idée, que tout ce qu'elle dirait pourrait être de la manipulation, mais j'avais besoin de la voir une dernière fois. Le parloir était froid et gris, avec des tables en métal fixées au sol et des gardes surveillant chaque coin. Estefania est entrée menottée, vêtue d'un uniforme de prison orange. Elle avait l'air petite, fragile, complètement différente de la femme élégante que j'avais vue au restaurant. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. Des larmes que je savais désormais reconnaître comme faisant partie de son répertoire infini. « Nelson », a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. « Merci d'être venu. »« Je ne suis pas venu pour toi », ai-je dit froidement. « Je suis venu pour moi. J'ai besoin de réponses. » Elle a baissé les yeux. « Tu mérites des réponses. Tu mérites bien plus que ça. Quand est-ce que tout a commencé ? Quand as-tu décidé de détruire notre mariage ? » Estefania est restée silencieuse pendant un long moment. Enfin, elle a parlé, la voix à peine un murmure. « J'ai rencontré Ricardo il y a 1 an à la salle de sport. Au début, ce n'était qu'une attirance physique, quelque chose de stupide, mais il me faisait me sentir jeune, excitée, vivante. Donc, tu m'as trahi pour un entraîneur personnel de 20 ans plus jeune que toi. Ce n'était pas que ça. » Elle a levé les yeux, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de l'honnêteté dans son regard. « J'étais fatigué, Nelson. J'étais fatigué d'être l'épouse parfaite, d'organiser des dîners pour tes clients, d'attendre chaque soir que tu rentres du travail. Je voulais plus. Je voulais de l'aventure, du luxe, de la liberté. Tu avais le luxe. Nous avions un appartement de 250 mètres carrés. Nous voyagions. Tu avais tout ce que tu voulais. Mais c'était ton argent, ton appartement, ton entreprise. Je n'étais qu'un accessoire dans ta vie pleine de succès. » Ces mots m'ont frappé, parce qu'ils contenaient une part de vérité. J'avais tout construit, oui. Mais je pensais le construire pour nous deux. Alors, au lieu de m'en parler, au lieu de divorcer honnêtement, tu as décidé de simuler une maladie en phase terminale et de tout me voler. Ricardo connaissait le docteur Christian d'une affaire précédente. Il m'a dit qu'il y avait un moyen d'obtenir de l'argent rapidement, assez pour que nous commencions une nouvelle vie ensemble. Au début, j'ai dit non. Mais il a insisté. Il m'a convaincu que tu avais tellement d'argent que ça ne te manquerait pas, que tu t'en remettrais facilement. Te rends-tu compte à quel point c'est malsain ? Tu m'as fait croire que tu mourrais. J'ai pleuré toutes les nuits en pensant que j'allais te perdre. Les larmes dans ses yeux semblaient plus réelles maintenant. Je sais, et je suis désolé. Je sais que ça ne signifie rien, mais je suis sincèrement désolé. Tu as raison. Ça ne signifie rien. Est-ce qu'une partie de toi pourra me pardonner un jour ? Je l'ai regardée dans les yeux. Cette femme que je connaissais depuis 15 ans, avec qui j'avais partagé ma vie, mes rêves, mon avenir. Et je n'ai rien ressenti. Ni amour, ni haine, ni même tristesse, juste un vide glacial. Non, ai-je dit en me levant. Il n'y a pas de pardon pour ce que tu as fait. Tu vas payer ta dette à la société dans une prison, et je vais reconstruire la vie que tu as failli détruire. Nelson, attends. Mais je marchais déjà vers la porte. Je ne me suis pas retourné. Je suis rentré chez moi 3 jours plus tard. Martha m'a accueilli à l'aéroport avec une étreinte longue et forte. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé. Comme si j'avais survécu à une guerre, ai-je répondu. Mais j'ai survécu. C'est ce qui compte. L'entreprise avait miraculeusement tenu bon. Ramon avait bien géré les choses en mon absence. Et quand les clients ont entendu toute l'histoire, beaucoup ont renouvelé leur contrat en signe de soutien. Les gens admirent le fait que vous ayez riposté, m'a dit Ramon. Que vous ne vous soyez pas laissé abattre. J'ai utilisé les 14 millions de dollars récupérés pour rembourser toutes les dettes. Le prêt de 800 000 dollars, le prêt d'un demi-million, tout. Il restait assez pour acheter un nouvel appartement, plus petit que le précédent, mais confortable dans un bon quartier. Je l'ai décoré complètement différemment. Rien pour me rappeler Estefania ou notre ancienne maison.
De nouvelles couleurs, de nouveaux meubles et une nouvelle vie. Le procès a commencé 4 mois plus tard. J'ai pris l'avion pour la France pour témoigner. Voir Estefania, Ricardo et le docteur Christian assis sur le banc des accusés était surréaliste. La salle d'audience était remplie de journalistes, de curieux et de quelques hommes d'affaires qui avaient suivi l'affaire avec intérêt. Le juge, un homme d'une 60aine d'années à l'expression sévère, présidait depuis son siège avec une autorité qui commandait un silence absolu. Le procureur a tout présenté méticuleusement. Les virements bancaires, les enregistrements de conversation, les documents médicaux falsifiés, les témoignages d'experts confirmant qu'Estefania n'avait jamais eu de maladie neurologique. Chaque élément de preuve était un clou de plus dans le cercueil de leur défense. Quand ce fut mon tour de témoigner, je suis monté à la barre avec les jambes tremblantes, mais l'esprit clair. Le procureur m'a demandé de décrire comment tout s'était passé de mon point de vue. J'ai vu ma femme se détériorer jour après jour, ai-je commencé, ma voix résonnant fermement dans la salle d'audience. Je l'ai vue pleurer de douleur, de peur, de désespoir. Elle m'a supplié de la sauver. J'ai vendu mon appartement, mes économies. J'ai contracté des prêts qui ont failli ruiner mon entreprise. Tout cela parce que je croyais me battre pour sa vie. J'ai regardé directement Estefania en parlant. Elle gardait la tête baissée, n'osant pas me regarder. J'ai travaillé 18 heures par jour pour maintenir mon entreprise à flot pendant qu'elle recevait soi-disant un traitement à Paris. Je dormais 4 heures par nuit. J'ai perdu 12 kilos à cause du stress. Je me réveillais chaque matin terrifié à l'idée de recevoir un appel m'annonçant qu'elle était morte. Ma voix s'est légèrement brisée, mais j'ai continué. Et pendant que je me détruisais pour essayer de la sauver, elle était dans un hôtel de luxe, riant avec son amant de ma stupidité, célébrant le fait qu'il m'avait tout volé, planifiant une vie ensemble avec l'argent que j'avais gagné après 20 ans de travail. Le silence dans la salle était absolu. J'ai vu certains membres du jury s'essuyer les yeux. L'avocate de la défense d'Estefania a tenté d'arguer qu'elle avait été manipulée par Ricardo et le docteur Christian, qu'elle était aussi une victime. Son avocate, une jeune femme à l'expression désespérée, a présenté Estefania comme une épouse malheureuse qui avait été séduite et trompée. Ma cliente a commis de terribles erreurs, a déclaré l'avocate, mais elle a été influencée par des hommes plus âgés et plus rusés qu'elle. Ricardo Sanchez l'a manipulée émotionnellement. Le docteur Christian a conçu tout le plan. Mais le procureur avait des enregistrements, des SMS entre Estefania et Ricardo datant d'1 an, où elle était clairement celle qui planifiait chaque détail. Des messages où elle faisait des recherches sur les maladies neurologiques pour rendre sa performance plus convaincante. Des emails où elle coordonnait avec le docteur Christian le moment exact du soi-disant diagnostic. Les preuves montrent clairement que Madame Estefania Mendes n'était pas une victime, a déclaré le procureur. Elle était le cerveau de toute l'opération. Elle a fait des recherches, planifié et exécuté cette fraude avec une précision calculée. Ricardo a essayé de sauver sa propre peau en témoignant contre Estefania. C'est elle qui m'a cherché, a-t-il déclaré à la barre. Elle m'a dit que son mari était riche et que nous pouvions tout lui prendre si je l'aidais. Je n'ai fait que suivre ses instructions. J'ai vu comment Estefania la regardait avec une haine pure. L'amour qu'ils avaient partagé s'était évaporé dès que les choses s'étaient compliquées. Exactement comme je l'avais prédit. Le docteur Christian, quant à lui, a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation en échange d'une réduction de peine. J'ai déjà fait ça avec d'autres patients, a-t-il admis. C'est un système que j'ai mis au point il y a des années. Je cherche des médecins prêts à falsifier des diagnostics en échange d'un pourcentage. Ça marche généralement parce que les familles sont trop terrifiées pour remettre en question un médecin. Combien de victimes avez-vous fait au total, a demandé le procureur. En incluant Monsieur Nelson, 7 personnes au cours des 5 dernières années. Nous avons volé environ 43 millions au total. Le scandale a éclaté. Les médias internationaux ont couvert l'affaire. Un réseau de fraude médicale vole des millions en simulant des maladies en phase terminale, titraient les journaux. Le procès a duré 3 semaines. Chaque jour révélait des détails plus troublants sur la façon dont ils opéraient, à quel point ils avaient planifié les choses, combien de fois Estefania avait répété ses pleurs devant le miroir pour que cela paraisse plus réel. Enfin, le jour du verdict est arrivé. La salle d'audience était si bondée qu'il y avait des gens debout dans les allées. Le juge est entré et tout le monde s'est levé en silence. Dans l'affaire opposant l'État à Estefania Mendes, Ricardo Sanchez et Christian Flor, ce tribunal a tiré les conclusions suivantes.
Le silence était si profond que je pouvais entendre mon propre cœur battre. Estefania Mendes, coupable de fraude internationale aggravée, escroquerie qualifiée, blanchiment d'argent et falsification de documents. Condamnée à 8 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pour les 4 premières années. De plus, elle devra payer une amende de 3 millions de dollars et est définitivement interdite d'exercer toute activité commerciale ou financière. Estefania a poussé un sanglot et a caché son visage dans ses mains. 8 ans. Elle sortirait à 50 ans. Sa jeunesse, sa beauté, tout ce à quoi elle tenait pourrirait dans une cellule. Ricardo Sanchez, coupable de complicité de fraude internationale et de blanchiment d'argent. Condamné à 6 ans de prison. Il devra restituer tous les fonds obtenus illégalement qui sont encore en sa possession. Ricardo a pâli mais n'a rien dit. Christian Flor, coupable de fraude médicale organisée, de falsification de documents et d'association de malfaiteurs. Condamné à 10 ans de prison et définitivement radié de la profession médicale dans toute juridiction. De plus, il fera face à des accusations dans d'autres pays pour des victimes précédentes. Le marteau du juge a frappé avec un son final et définitif. C'était fini. Je suis sorti du tribunal avec l'impression qu'un poids de 1000 kilos m'avait été enlevé des épaules. Dehors, une foule de journalistes m'attendait avec des caméras et des micros. Monsieur Nelson, que pensez-vous du verdict? Je pense que justice a été rendue, ai-je simplement répondu. Quel message avez-vous pour d'autres personnes qui pourraient être victimes de fraudes similaires? Je me suis arrêté et j'ai regardé directement les caméras. Si quelque chose n'a pas de sens, enquêtez dessus. Si quelqu'un vous demande de tout sacrifier sans vous donner de preuves objectives, vérifiez. La confiance est une belle chose, mais une confiance aveugle peut vous détruire. Et ne laissez jamais, au grand jamais, l'amour vous faire ignorer les signes d'alerte. Martha m'attendait au pied des marches du tribunal. Elle m'a serré fort dans ses bras. C'est fini, mon frère. C'est enfin fini. Pas encore, lui ai-je dit. Il y a encore une chose. 2 semaines plus tard, en utilisant les contacts juridiques que j'avais développés pendant l'affaire, j'ai aidé à localiser les 6 autres victimes du docteur Christian. 5 hommes et une femme qui avaient vécu des expériences similaires à la mienne. Certains avaient perdu encore plus d'argent. L'un d'eux avait perdu la garde de ses enfants à cause de ses dettes. Un autre avait fait une tentative de suicide. Nous avons organisé une action civile collective contre le docteur Christian et avons récupéré des fonds supplémentaires sur ses comptes cachés. Ce n'était pas suffisant pour compenser tous les dommages, mais cela a aidé. Je suis devenu ami avec certains d'entre eux. Nous avons formé un groupe de soutien informel. Nous nous rencontrions une fois par mois pour parler de la reconstruction de nos vies, de la façon d'avancer après une trahison aussi dévastatrice. Le plus dur n'est pas l'argent, disait Alberto, l'une des victimes. C'est d'apprendre à faire confiance à nouveau à quelqu'un, de croire que l'amour est réel. Nous avons tous acquiescé. Nous savions exactement ce qu'il voulait dire. L'histoire de l'affaire est devenue si célèbre qu'un documentariste français a fait un film sur nous. L'innocence, ça s'appelait. Il a été présenté dans des festivals internationaux et a remporté plusieurs prix. Une partie des bénéfices a été reversée à des organisations qui aidaient les victimes de fraude. 3 ans se sont écoulés depuis cette nuit à Paris. 3 années qui ont complètement transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. L'entreprise n'a pas seulement survécu, elle a prospéré. Les clients qui ont appris mon histoire m'ont soutenu en signant de nouveaux contrats. Nous admirons votre force, me disait-il, votre intégrité. Les revenus ont augmenté de 40%. J'ai ouvert 2 nouvelles succursales. J'ai embauché 20 employés supplémentaires. Le nouvel appartement que j'ai acheté est devenu mon sanctuaire. Plus petit que le précédent, mais plein de paix, sans souvenirs douloureux, sans fantômes du passé. Chaque meuble, chaque tableau, chaque détail, je les ai choisis moi-même. Reflétant qui j'étais maintenant, et non qui j'avais l'habitude d'être. J'ai recommencé à faire de l'exercice, à bien manger, à dormir 8 heures. J'ai repris les 12 kilos que j'avais perdus, mais cette fois-ci en muscles. À 50 ans, je me sentais plus fort et en meilleure santé que jamais. Martha me rendait visite chaque semaine. Je suis fier de toi, mon frère, me disait-elle. Regarde comment tu t'es relevé de tout ça. Je ne l'ai pas fait tout seul, lui répondais-je. Tu m'as sauvé.
si tu n'avais pas enquêté sur le docteur Christian, si tu n'avais pas insisté pour que je vérifie tout, je serais probablement encore en train de travailler comme un esclave pendant qu'Estefania dépenserait mon argent sur une plage des Caraïbes. Un an après le procès, j'ai rencontré Selena. C'était une comptable indépendante. Elle est venue dans mon entreprise pour une consultation sur l'optimisation fiscale. Elle avait 42 ans, des cheveux châtains toujours noués en une queue de cheval pratique, des yeux qui brillaient d'intelligence et un rire franc qui me faisait sourire. Ce ne fut pas le coup de foudre. Ce fut quelque chose de plus lent, de plus solide. Des conversations lors de déjeuners de travail qui se prolongeaient plus que nécessaire. Des SMS sur des sujets professionnels qui dérivaient vers des discussions plus personnelles. Une véritable connexion qui a grandi sans précipitation. Je sais ce qui t'est arrivé, m'a-t-elle dit un soir pendant le dîner. C'était aux informations. Tout le monde le sait. Je comprends si tu ne veux plus faire confiance à personne. Je veux faire confiance à nouveau, ai-je répondu honnêtement. Mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin d'y aller doucement. Doucement, c'est parfait, a-t-elle souri. J'ai tout le temps du monde. Et elle a tenu parole. Selena ne m'a jamais mis la pression. Elle n'a jamais demandé à accéder à mes comptes bancaires. Elle n'a jamais montré d'intérêt pour mon argent. Elle travaillait dur, gagnait bien sa vie, était complètement indépendante. Elle me voulait pour ce que j'étais, pas pour ce que j'avais. 2 ans après notre rencontre, nous avons emménagé ensemble. C'était terrifiant et excitant à la fois. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il y avait de vrais signes d'amour véritable, respect, communication honnête, soutien mutuel, sans arrière-pensée. Pendant ces 3 années, Estefania a essayé de me contacter à plusieurs reprises depuis la prison. De longues lettres demandant pardon, m'expliquant qu'elle avait touché le fond, qu'elle avait trouvé Dieu, qu'elle avait changé, que si un jour nous pouvions au moins nous parler, clore ce chapitre proprement. J'ai brûlé chaque lettre sans les lire en entier. Elle ne pouvait rien dire que j'avais besoin d'entendre. Ricardo a obtenu une libération conditionnelle après 4 ans pour bonne conduite. Il a essayé de retravailler comme entraîneur personnel, mais sa réputation était détruite. Personne ne voulait embaucher l'homme qui avait escroqué des millions en simulant une romance. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans un entrepôt, gagnait le salaire minimum, et vivait dans une chambre louée. Complètement fauché. Le docteur Christian n'est jamais sorti de prison. Il est mort d'une crise cardiaque 2 ans après sa condamnation. Il avait 63 ans. Les journaux ont à peine mentionné sa mort. Un homme qui avait détruit tant de vies a fini oublié et seul. Il y a 6 mois, j'ai reçu un avis juridique. Estefania demandait une réduction de peine pour bonne conduite. J'avais le droit de présenter mon opposition en tant que victime. Je me suis rendu à l'audience en personne. C'était la première fois que je la voyais depuis le procès. Elle est entrée dans la salle menottée, vêtue d'un uniforme de prison qui flottait désormais sur elle. Elle avait vieilli d'une décennie en 3 ans. Ses cheveux avaient des mèches grises. Sa peau paraissait terne. Les yeux qui brillaient autrefois de malice ne montraient plus que de la lassitude. Elle m'a vu et quelque chose a traversé son visage. De la honte, des regrets. Je ne me souciais plus de le déchiffrer. Son avocate a fait valoir qu'elle avait été un modèle de réhabilitation, qu'elle donnait des cours d'alphabétisation à d'autres détenus, qu'elle participait à des programmes de thérapie, qu'elle avait montré de véritables remords. Lorsqu'on m'a donné la parole, je me suis levé et j'ai regardé le juge. Votre honneur, Estefania Mendes m'a volé 20 millions de dollars. Mais l'argent n'a pas été le pire. Elle m'a volé 3 ans de ma tranquillité d'esprit. Elle m'a fait remettre en question chaque relation. Chaque moment heureux que je pensais que nous avions partagé. Elle m'a fait douter de mon jugement, de ma valeur en tant que personne. J'ai fait une pause, ressentant le poids de chaque mot. J'ai travaillé pendant 2 ans pour me remettre émotionnellement, pour faire confiance à nouveau, pour reconstruire la vie qu'elle a détruite. Si elle sort maintenant avec une réduction de peine, le message envoyé est que ce genre de trahison calculée, ce niveau de cruauté préméditée, n'a pas de réelles conséquences. J'ai regardé directement Estefania. Je suis heureux que tu utilises ton temps en prison de manière productive. J'espère que tu as véritablement changé, mais cela n'efface pas ce que tu as fait, et cela ne signifie certainement pas que tu mérites de sortir avant d'avoir purgé la totalité de ta peine. Le juge a refusé la réduction de peine.
Estefania devrait purger la totalité de ses 8 ans. Quand j'ai quitté le tribunal, j'ai ressenti une paix profonde. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. C'était la conclusion dont j'avais besoin. Ce soir-là, Selena a préparé mon dîner préféré. Nous nous sommes assis sur la terrasse de l'appartement pour regarder le coucher de soleil sur la ville. « Comment te sens-tu après la journée d'aujourd'hui » m'a-t-elle demandé en me prenant la main. « Libre » ai-je répondu, pour la première fois en 3 ans. Totalement libre. Y a-t-il une part de toi qu'il aime encore? J'ai réfléchi honnêtement à la question. J'aime les souvenirs de celle que je croyais qu'elle était. Mais cette personne n'a jamais vraiment existé. Ce n'était qu'un personnage qu'elle jouait très bien. Selena a hoché la tête avec compréhension. Et maintenant? Maintenant, je vis, ai-je souri. Je construis. J'aime pour de vrai. Cette fois, j'apprends à faire la différence entre la comédie et l'authenticité. 2 mois après cette audience, une enveloppe certifiée est arrivée. À l'intérieur se trouvait un chèque de 2 800 000 $. C'était la dernière partie des amendes et des restitutions qu'Estefania avait été contrainte de payer, obtenues de la vente forcée d'une propriété qu'elle avait achetée avec mon argent, et que les autorités avaient finalement localisée. Avec cet argent, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. J'ai créé une fondation pour aider les victimes de fraude familiale. Nous avons embauché des avocats qui travaillaient pro bono, des détectives privés qui facturent des tarifs réduits et des thérapeutes spécialisés dans les traumatismes liés à la trahison. Victime forte, nous l'avons appelé. La première année, nous avons aidé 32 personnes à récupérer leurs fonds volés et à gérer émotionnellement ce qu'elles avaient traversé. Alberto, l'une des victimes du docteur Christian avec qui j'étais devenu ami, en est devenu le directeur des opérations. Tu as transformé ta pire expérience en quelque chose qui aide les autres, m'a-t-il dit. C'est ça, la vraie force. Il y a 3 mois, Selena et moi nous sommes fiancés. C'était simple. Pas de grands gestes. Lors d'un week-end à la plage, alors que nous marchions le long du rivage au coucher du soleil, je lui ai simplement demandé si elle voulait construire le reste de notre vie ensemble. Oui, a-t-elle répondu sans hésitation. Mais à une condition. Laquelle? Que si jamais tu as des doutes sur moi, sur nous, sur quoi que ce soit, tu me le dises directement. Pas de détective privé, pas de souffrance en silence. Juste une honnêteté brutale. Marché conclu. Je l'ai embrassé. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, en regardant par la fenêtre de mon bureau, je vois la ville où j'ai tout perdu et tout récupéré. Estefania a encore 5 ans à purger. Ricardo lutte pour survivre dans un travail qu'il déteste. Le docteur Christian est mort et je suis vivant. Vraiment vivant. J'ai une entreprise prospère, une femme qui m'aime sans arrière-pensée, une fondation qui aide les autres, et quelque chose que je n'avais pas il y a 3 ans, la paix intérieure. J'ai appris que la bonté n'est pas une faiblesse, que la confiance n'est pas de la naïveté, et que les gens qui vous trahissent finissent prisonniers de leurs propres décisions, tandis que vous pouvez choisir d'être libre. Estefania a cru me détruire en prenant mon argent. Elle n'a pas compris que la seule chose qu'elle a réussi à faire, c'est m'apprendre qui elle était vraiment et, au passage, me montrer qui je suis quand tout s'effondre. Je suis quelqu'un qui se relève. Quelqu'un qui reconstruit. Quelqu'un qui transforme la douleur en un but.